En 1848, le décret d'abolition prévoit d'encourager le travail parmi les nouveaux affranchis en transformant la date anniversaire de cette grande mutation sociale en une fête du travail au cours de laquelle les meilleurs travailleurs parmi les nouveaux affranchis recevraient un prix. Un prix cantonal doit ainsi être attribué aux meilleurs travailleurs au niveau de la commune, puis pour tous ces affranchis primés, se retrouvent en compétition à l'échelle de la colonie et le meilleur parmi les meilleurs se voit décerner un prix supérieur. Par la volonté des gouverneurs successifs à La Réunion, cette fête du travail, au cours de sa courte existence, 1850-1855, ne s'est jamais déroulée le 20 décembre, jour de l'abolition de l'esclavage dans cette colonie française du sud-ouest de l'océan Indien. Le 20 décembre devient, dès 1850, l'affaire des seuls affranchis. Elle rejoint la sphère privée. Pour eux, c'est essentiellement l'instant du souvenir familial, de la transmission de la mémoire des grands ancêtres. En 1936, à Saint-André, commune située sur la côte orientale de l'île, un fils d'engagé indien, Gabriel Birapin, tente d'introduire cette fête dans la sphère publique en organisant un défilé sur la voie publique. Il se heurte aux gendarmes et ne renouvelle plus son initiative. Une célébration officielle est décidée par la nouvelle équipe municipale de Saint-Denis à Saint-Denis en 1945, mais ce n'est qu'un feu de paille. Le Parti communiste réunionnais, constitué en 1959, à la suite de l'effacement de la Fédération réunionnaise du Parti communiste français, investit cette date qui en dit long aux descendants des affranchis et qui subit par la même occasion les contre-coups idéologiques. Ce nouveau parti, favorable à l'autonomie démocratique, établit la tradition du vin d'honneur dans les sections. Après la naissance de la Confédération générale des travailleurs réunionnais en juin 1968, qui entretient alors des relations privilégiées avec le Parti communiste réunionnais, ces syndiqués, souvent acteurs des cellules du parti, sont présents au vin d'honneur offert dans les sections. Ce syndicat ne tarde pas à inscrire parmi ses mots d'ordre la transformation de cette date en un jour férié afin que les travailleurs puissent mieux se réapproprier cet héritage historique. L'élection de François Mitterrand à la présidence de la République française leur donne gain de cause. La loi du 30 juin 1983 instaure la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le 20 décembre devient un jour férié. Les municipalités de droite hostiles à cette décision ne campent pas longtemps sur cette position par peur de mécontenter une partie importante de leur électorat et de subir des revers électoraux. À la suite de la loi du 21 mai 2001, tendant à la reconnaissance des traites et des esclavages comme crimes contre l'humanité, sur proposition de Marie Condé, présidente du Comité pour la mémoire de l'esclavage, le décret du 31 mars 2006 fixe la date de ce rappel de ces crimes dans les établissements scolaires en France métropolitaine et ultramarine au 10 mai. Cette reconnaissance officielle, au cours de la période 1983-2001, sort définitivement la commémoration du jour de l'abolition de l'esclavage de la sphère privée et l'esclavage devient un sujet commun. Les débats, les colloques, les expositions se multiplient sur le vécu de l'esclave, l'abolition de ce système inique d'exploitation de l'homme par l'homme, voire la réparation de ce crime. L'esclavage n'est plus un tabou, il entre dans les programmes officiels des écoles, collèges et lycées en tant que discipline, en tant que sujet de la matière historique. Cependant, la chaîne causale, je suis reconnu, tous parlent de moi et la recherche parle de moi, est forcément un peu simpliste. Elle gomme la complexité de la question de la reconnaissance et de la libération. L'esclave n'attend pas d'être reconnu pour exprimer sa souffrance, ses troubles, ses désirs, son espoir de vivre libre. Même s'il ne s'appartient pas, il use au mieux de son corps afin de court-circuiter la nuit aphasique dans laquelle le système esclavagiste veut le plonger. Les bribes de sa logorée, retrouvées par l'historien, permettent à ce dernier de se libérer lui-même et d'innover
sur la voie de la connaissance de l'esclave, en décadrant sa focale d'observation, en définissant d'autres thèmes d'études par des relectures incessantes des sources archivistiques, écrites, iconographiques, orales et archéologiques. La recherche historique ne prend pas son envol au début des années 1980, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir pour la première fois sous la Ve République en France, pour sortir indemne de l'épreuve de l'esclavage, pour ne pas sombrer dans le désespoir, l'esclave s'est livré à un bricolage permanent, pour reprendre l'expression de Max Weber. L'abolition de l'esclavage a été préparée subtilement sous la monarchie de Juillet. Un travail de connaissance de l'esclave est imposé adroitement aux maîtres des colonies par le pouvoir central métropolitain afin de faciliter, le moment venu, la reconnaissance de cet être humain assimilé en droit à un meuble pouvant être acheté et vendu pendant plus d'un siècle et demi. La nuit aphasique à Bourbon-la Réunion est constellée d'illusions et de mystères avant les soubresauts de la phase étonnante du pré-réveil. Les illusions de la nuit aphasique. L'esclave doit être dans l'obéissance absolue et permanente. Il ne peut lever la main sur son maître ou les membres de sa famille. Pour qu'il ne soit menaçant pour quiconque, il ne doit jamais être muni d'un bâton et encore moins d'une arme tranchante ou à feu. Après chaque journée de travail, il doit rendre ses outils. Or, les esclaves importés ou nés dans les colonies n'ont pas tous évolué sur des habitations pour assurer la réussite économique plus ou moins rapide de leur maître. Fait assez singulier et contradictoire, dans les Mascareignes, ils assurent non seulement la sécurité de l'île, mais ils sont appelés aussi à participer à la construction de l'empire colonial français. Preuve que, pour les gouvernants, aussi bien à l'échelon national que local, en leur inculquant un savoir-faire sur l'art de la manipulation des armes, fusils, canons, de l'utilisation de la poudre, les militaires ne font courir aucun risque aux colons. Peut-être parce que la participation à l'activité militaire offre à ces esclaves choisis pour leurs ailes l'occasion de caresser l'espoir de quitter définitivement l'île ou, de manière plus prosaïque, après la reconnaissance de la qualité personnelle, elle leur permet surtout d'avoir un pécule, de réaliser des économies et de voir s'ouvrir à terme les portes de l'affranchissement de la liberté. Compte tenu du temps imparti, je n'entrerai pas dans les détails, mais ils ont fait partie de la milice chargée d'aller persécuter les esclaves marrons. Ils ont participé donc aux activités guerrières en Inde et souvent ils ne sont même plus revenus dans l'île et ils sont restés, par exemple, et c'est Maïd Abonolé bien sûr qui inaugure ce cycle avec la mise en place de la maréchaussée, puis la mise en place de la milice, et la Maïd Abonolé fait appel aux esclaves pour aller guerroyer en Inde. Et ensuite, le gouvernement métropolitain va approuver cette politique et tous les gouverneurs successifs vont faire appel aux esclaves des Mascareignes pour assurer la sécurité de l'île, mais aussi donc participer aux travaux de construction de routes, de fortification et aussi servir dans les armées. Alors, ce recours presque régulier aux esclaves à des fins guerrières est assez contradictoire et déroutant dans la mesure où la peur des esclaves armés agite constamment les esprits de ceux qui redoutent un soulèvement général des esclaves épris de liberté. Et ces esclaves qui sont choisis pour assurer cette défense de l'île ou de l'empire colonial français doivent leur promotion à leur qualité propre, leur aptitude à assimiler de nouveaux savoir-faire, leur ardeur et leur efficacité au travail, leur esprit de mesurer, leur fidélité au maître. Bien avant la première abolition de l'esclavage, en 1794, ils sont appréciés, connus et reconnus. Cet apprentissage militaire ne suffit pas en soi à bouleverser en profondeur le système en vigueur. Cependant, dans ce cas guindé, les moindres frémissements doivent être accueillis avec
doivent être accueillis et ne pas être passés sous silence. L'humanité de la poignée d'esclaves soldats qui accèdent à la liberté est directement ou indirectement admise. Cette reconnaissance est limitée, timide, mais elle élargit à sa manière le champ des possibles. Les esclaves, chanteurs et conteurs improvisent des postes de liberté sur le chemin de la reconnaissance. Pour le maître, seul le travail compte. Et après le travail, pourvu qu'il reste la proximité du maître, ce dernier le laisse agir à sa guise. Il n'éprouve pas le besoin de s'épancher sur ses faits et gestes. Mais les voyageurs, les visiteurs voyageurs, eh bien, ont été captivés par les chants des esclaves. La nuit, mais aussi le jour. Et la nuit, c'était aussi le temps où les plus vieux racontaient des histoires. Ceux qui chantent, ceux qui racontent des histoires, des contes ou des histoires fabuleuses à leurs frères de misère, ne se sentent plus esclaves. Leurs paroles s'échappent sans contrainte. Elles sont écoutées religieusement. Ceux qui les écoutent, qu'ils soient maîtres ou esclaves, ne peuvent que louer les qualités oratoires de ces passions de mémoire. Ils sont en terre de transmission de la connaissance ou tout simplement de reconnaissance de leur humanité. Cette liberté de parole donne à l'esclave une vraie respiration, un vrai souffle de liberté et est une aubaine pour le chercheur. Il dispose là d'un matériau qui permet de pénétrer au cœur de ce système et de palper des réalités imperceptibles autrement. Alors, Louis-Philippe, à partir de 1834, franchit une autre étape en demandant au maître, au moment de la déclaration au moment de la rédaction de leur fiche de recensement, eh bien, de donner un certain nombre de précisions sur l'esclave, bien sûr concernant le nom, le sexe, la caste, mais aussi les signes particuliers aptes à les faire reconnaître, de même que le poste occupé. Cette législation va ensuite évoluer en 1838, et dès 1838, quelques rares, moyens et grands propriétaires d'esclaves livrent un descriptif un peu élaboré de l'esclave. L'esclave n'est plus un simple meuble, puisqu'il apparaît avec un visage. Le maître doit passer ainsi du refus d'observation de l'esclave, insignifiant et lointain, à l'inspection philanthropique de l'homme prochain. Il doit comprendre que l'esclave, cet autre, est un autre lui-même en remplissant cette fiche individuelle de recensement. Alors, je voulais vous parler aussi de la danse, qui est un moment où l'esclave, finalement, par la transe, eh bien, récupère son corps et le chant, la danse, font franchir, finalement, à ces esclaves le mur de la liberté. En récupérant par la force des choses son droit de guérir, de jouir, de rire, de danser, l'esclave reconquiert son corps. Il manifeste ostensiblement son habilité à contourner les obstacles afin d'assurer sa survie. Ce dominé s'illustre par sa capacité à élaborer une philosophie de vie originale, la philosophie du détour. À prime abord, la reconnaissance semble une impasse théorique, comme l'atteste notamment le cas des esclaves soldats. La reconnaissance nécessite des yeux qui voient un être humain là où un système économique ou le système économique en vigueur voit un simple objet. Elle suppose que le maître fasse l'effort de se débarrasser de la myopie engendrée par la structure. Comme les possesseurs d'esclaves ne réussissent pas tous de la même manière à Bourbon et sombrent pour la plupart de la misère, comme l'île manque en plus d'encadrement médical, la frontière entre ces deux mondes reste très poreuse. Le cheminement vers la reconnaissance est long, mais ne relève pas de l'impossible. À Bourbon, les criminels ne sont pas les seuls individus sur lesquels l'État cherche à réunir le plus d'informations physiques. Le premier signalement massif des esclaves
n'est pas le fait des agents de police et de la bureaucratie gouvernementale. Le roi Louis-Philippe attribue cette tâche aux maîtres, observateurs victimes de leurs propres désirs ou de leurs propres préjugés. L'heure est bien à la reconnaissance de l'esclave par le maître, car le monde esclave ne peut être composé que de criminels dangereux. Cette démarche paraît comme un préalable au futur vivre ensemble. L'île doit s'ouvrir au cosmopolitisme, c'est-à-dire à l'acceptation de l'altérité. Lorsque le gouvernement provisoire décide l'attribution d'un nom patronymique à chaque esclave et la transformation de son nom d'esclave en prénom, l'État se substitue au maître dans le processus d'identification des futurs affranchis. En octobre 1848, en imposant le livret d'engagement à ce travailleur pour l'incorporer et freiner sa mobilité dans l'espace, le gouverneur Sandra Garuga respecte cette logique d'identification et de contrôle au nom de la sécurité publique, lutte contre la criminalité et le vagabondage, et de la sécurité sociale, lutte contre la mendicité, de la protection du pouvoir de l'État en tant qu'État. Avec les feuilles de recensement individuel rédigées dès le début du XVIIIe siècle à des fins fiscales, le pouvoir administratif dispose d'une documentation sérieuse, facilitant le repérage de ces individus par quartier, par concession de propriété. Sous la monarchie de Juillet, le maître ne doit plus seulement fournir le nom de son esclave, son âge supposé, sa caste et sa profession, mais il doit le décrire physiquement, c'est-à-dire procéder à un signalement. Comme tous les maîtres n'ont pas le même niveau intellectuel, ils ne fournissent pas tous les renseignements avec la même rigueur. Le signalement par l'administration, jusque-là réservé à la population de ces gens libres, atteint le monde esclave. L'évolution est significative. L'efficacité du signalement repose sur la capacité de l'observateur à discerner le ou les éléments les plus individualisants ou discriminants de l'esclave. Le laconisme des formules importe peu, l'essentiel étant le repérage de l'élément singulier. Les corps d'écrit soulignent l'ambivalence de la relation maître-esclave. Avec son nouveau nom et son livret d'engagement, l'ex-esclave entre dans le royaume de l'écrit, de la culture du papier et vraiment relié à l'État. Aucun artifice ne peut désormais lui ôter la conviction d'appartenir à l'île, conçue comme l'espace de la transcendance, l'espace du rebondissement pour tous, et au monde d'être à l'île, et au monde de créer pacifiquement, posément et sans démagogie l'île et le monde. L'appropriation du sol, qui s'amorce quelques mois avant l'abolition de l'esclavage, matérialise sa capacité à se transformer en citoyen responsable, respectueux de la propriété, de l'ordre et de l'économie. Et dès lors, compte tenu de tout ce travail réalisé par les esclaves, pour s'afficher en tant qu'individu libre, le travail qui est mené pour la réparation est tout à fait légitime. Je vous remercie.